aujourd'hui. OK, voilà. Est-ce qu'on pourrait demander à H de prier pour nous? H, s'il te plaît. Adorable Père Céleste, grand Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu vas nous permettre de passer en bien. Permets que tu puisses être dans le cœur de chacun de nous ici présents. Permets que tu puisses traverser et nous communiquer ce que tu veux que nous comprenions ce soir, Papa. Nous te remettons ceux qui sont pas encore avec nous. Permets que ce temps puisse te glorifier. Nous te remercions pour chaque personne ici présente. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous instruire à travers ton serviteur, le pasteur Caillot, et permet que cela puisse se passer pour ta gloire encore une fois. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne à travers tous les siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Donc, un sujet d'importance, choisir le bon partenaire. Je dirais que les deux plus importantes décisions que nous avons, surtout dans sa jeunesse, aura à prendre pour son plus grand bonheur ou son plus grand malheur, ces deux grandes décisions ont à voir avec, premièrement, le salut en Jésus-Christ. Est-ce que je veux, oui ou non, m'engager sérieusement à suivre en Jésus-Christ? Et la deuxième grande décision, avec qui vais-je me marier ou faire ma vie? Donc, c'est la deuxième grande décision. Il n'y a pas de réponse simple à la deuxième question et aussi aux interrogations qui en découleraient. Ma présentation pour aujourd'hui veut atteindre plusieurs objectifs, au moins deux, si je puis les résumer ainsi. Donc, vous aider à verbaliser d'une part vos interrogations, hésitations, peurs en lien avec ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec cela, il y a des gens qui ont des anxiétés par rapport à cela, il y a des gens qui ont des doutes sur ce terrain-là. Donc, on va essayer en un premier temps de verbaliser. On avait déjà commencé à faire ça. D'autre part, à l'autre bout du spectre, on va questionner aussi des gens qui auraient ce qu'on pourrait appeler une assurance peut-être excessive. Okay? Donc, verbaliser tout cela et aussi, surtout, l'objectif pour ce soir, surtout, c'est vous outiller à pouvoir développer vos propres convictions. Quant à savoir comment faire des choix réfléchis en relation sentimentale et maritale à partir d'une perspective biblique. Donc, ce n'est pas à moi d'en décider pour vous, ni aux parents, ni à qui que ce soit, mais c'est à vous de savoir vraiment, à partir de vos propres convictions, si aller dans telle direction ou telle autre direction, est-ce que cela va vraiment vous être utile et à vous servir. Donc, pour ce faire, je suivrai le plan suivant. Sous une première grande rubrique, je vais essayer de circonscrire les difficultés en termes de problèmes que l'on rencontre en matière de choix du bon partenaire. Okay? Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile de savoir qui est le bon partenaire pour soi. Est-ce que la personne avec qui l'on est, ou bien même si je ne suis pas en relation, les gens qui me parlent, ou bien peut-être s'il n'y a personne qui me parle. Donc, mais la question quand même vous traverse. Deuxièmement, je verrai avec vous ce qui alimente ces difficultés, okay? Ou nourrissent votre problème en termes de choix, les causes. Pourquoi on a ces genres de difficultés-là à pouvoir savoir clairement comment être certain du bon partenaire. Donc, troisièmement, je vous présenterai une perspective biblique du sujet, une perspective biblique du sujet. Et quatrièmement,
je vous soumettrai quelques séries de questions clés, cardinales, fondamentales et incontournables auxquelles il faut vraiment répondre pour mieux décider et ne pas se jeter dans la gueule du lion ou dans la gueule du lion, c'est-à-dire de la lionne. Okay? Donc, on va essayer. Donc, il y a de ces questions-là qui vont être importantes. Donc, parce que je vais vous donner ces questions pratiques en fin de parcours. Et avec ces questions pratiques, je suis presque persuadé que vous allez vous faire une excellente idée et vous allez être à même de vous dire un tel, c'est du sérieux, oui, une telle, ça ne vaut pas le coup, merci, mais non merci. Donc, vous pouvez m'arrêter ou intervenir en tout temps pour nuancer peut-être ce que j'avance, ce que je vous communique, ou bien poser vos questions ou partager vos opinions. D'accord? Aujourd'hui, je vais être un peu plus magistral parce que je veux partager un peu de contenu avec vous, d'accord? Mais soyez à l'aise de m'arrêter et puis vous ouvrez vos micros quand vous voulez prendre la parole parce que je n'arrive pas forcément à voir tout le monde. Donc, le plan que je vous soumets, en lien avec ce défi de savoir où choisir le bon partenaire, le plan que je vous soumets, premièrement, le problème, okay? Parce qu'il y en a qui disent c'est un sérieux problème, savoir choisir le bon partenaire. Deuxième point, les causes de ce problème-là, les causes. Troisième élément, la perspective biblique. La perspective biblique. Quatrième élément, les réponses. Les réponses à des questions clés, cardinales, fondamentales et auxquelles on doit répondre, c'est-à-dire ces questions-là. Donc, savoir y répondre, ça va nous aider à être au clair. Donc, si vous nous suivez bien, vous participez, je pense que ça va être un moment important, un moment clé de votre existence lorsqu'on parle du SASAR. Donc là, côté relationnel, on va pouvoir régler beaucoup de choses dans la grâce de Dieu. Et si le temps le permet, pour ceux qui le souhaiteraient, on pourrait même prier ensemble parce que c'est un terrain tellement clé, tellement important, tellement important. Donc, savoir comment choisir le bon partenaire ou la bonne partenaire n'est pas une tâche facile. Je vais prendre le temps pour saluer s'il y en a qui seraient avec nous pour une toute première fois. Donc, on vous salue et que je ne peux pas voir tout le monde à cause de mon écran, mais on vous salue s'il y a des gens qui seraient avec nous pour une toute première fois ou une deuxième ou xème fois. Non, je disais que savoir choisir le bon partenaire ou la bonne partenaire n'est pas une tâche facile. Cela peut s'accompagner de beaucoup de confusion à cet âge où vous êtes. Comment savoir si celui ou celle avec qui vous êtes ou celui ou celle avec qui vous allez sortir sera la bonne personne pour vous? Peut-être on peut prendre 1 ou 2 minutes. Est-ce que vous savez comment le savoir? Est-ce que vous avez une très bonne idée là-dessus? Donc, j'aimerais peut-être, si vous voulez, prendre la parole et puis donc, on peut le faire très rapidement. Ou bien, est-ce que c'est clair pour vous? Ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, vous êtes à l'aise avec cela. Les outils sont là. Okay? Ou bien, quelles seraient les difficultés que vous verriez lorsqu'il faudrait répondre à cette question de choisir le bon partenaire? Donc, si vous voulez prendre la parole, donc vous ouvrez le micro et puis vous me dites, j'ai quelque chose à dire. D'accord? Le problème du choix du bon partenaire de vie, c'est sûr, si vous êtes sérieux, dans certains cas, cela peut créer beaucoup d'anxiété et surtout remplir de confusion. Je ne suis pas condescendant lorsque je vais dire les jeunes cerveaux que vous êtes.
vous êtes de jeunes cerveaux, brillants, vous êtes forts, vous êtes fortes, mais quand même, vous êtes de jeunes cerveaux. Mais c'est à votre avantage quand même. OK? Donc, le problème commence à être là parce que il y a peut-être tout un niveau d'expérience, de connaissance à aller chercher. La question devient d'autant plus difficile pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas casser, briser des relations, recommencer 5, 6, 7, 8, 9, 10 relations. Et pour aller plus loin, pour ceux qui se projettent dans l'avenir, la question peut être encore plus difficile si vous ne souhaiterez pas divorcer une fois marié. Donc, car une séparation, un divorce, ça, je vous le dis, cela coûte excessivement cher émotionnellement. Ça coûte cher, ça coûte très, très cher émotionnellement. Ça coûte très cher aussi financièrement, pas seulement émotionnellement. Ça coûte très cher financièrement et cela a des conséquences très difficiles pour les enfants qui le subissent. Okay? Donc, en cela, les coûts en termes de dégâts chez les enfants, donc cela, c'est inestimable. Okay? Alors, certains préfèrent marier la bonne personne plutôt qu'avoir à rester seul après un divorce ou recommencer et se retrouver à passer encore à côté. Donc, il y a des gens, c'est important pour eux. Alors, que vous, c'est évident, vous allez rencontrer des dizaines de personnes intéressantes sur votre chemin. Mais comment pouvez-vous savoir avec certitude que vous avez trouvé le bon partenaire? Y a-t-il un sixième sens à développer? Cela va-t-il juste vous tomber dessus comme un coup de foudre et puis là, vous serez certaine et certain tout de go que c'est la bonne personne? Ou y a-t-il une analyse rationnelle qui nous permettrait d'arriver à cette certitude? Donc, l'importance de la question, elle est là. Pourquoi trouver le bon partenaire? Pourquoi trouver le bon partenaire? Certains vont dire, on ne veut pas du jour au lendemain être obligé de vivre les blessures d'une séparation ou être condamné à mener une vie misérable. Il y en a qui vont vous dire, pour moi, plusieurs jeunes regardent ce qui se passe dans leur entourage et ne souhaitent pas finir comme ces couples qui se sont brisés ou des couples qui restent ensemble, mais qui mènent une vie au rabais. Ou s'ils constatent que des couples pour qui cela va bien, il y en a qui se demandent, mais comment faire pour choisir le bon partenaire? Surtout dans un contexte où le taux de séparation et de divorce a augmenté de manière significative. Et ce taux est encore plus alarmant chez les jeunes couples. Et même des gens qui vont à l'église, ce n'est pas toujours vrai que parce que vous allez à l'église et que vous allez maîtriser les règles du bon choix, les principes du bon choix. C'est-à-dire que les domaines dans lesquels vous êtes spirituellement bon, eh bien, vous allez pouvoir faire de bons choix dans ces domaines-là. Donc, comme David, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Okay? David aimait Dieu, aimait son Dieu. David était un grand guerrier, c'était un grand chef d'État, mais David a échoué dans sa vie de famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que David n'a pas pris en considération et David n'était pas au clair sur ces principes. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'Église, que vous allez à l'Église, ou bien que vous êtes un bon universitaire, ou bien vous êtes né d'une bonne famille, que vous allez forcément réussir en relation. Okay? Donc, l'importance de la question, pourquoi trouver le bon partenaire? Donc, je disais, on ne veut pas du jour au lendemain être obligé de vivre les blessures d'une séparation ou être condamné à mener une vie misérable. Deuxièmement, la vie est aussi remplie de défis.
Si le couple n'est pas solide, il ne pourra pas résister. Encore plus, trouver le bon partenaire, hein, eh ben, quand ça va bien, il y a que le partenaire soit weak, que le partenaire soit un peu shaky, ben, c'est pas grave. Mais la vie à deux ne va pas se dérouler là, toujours sur un chapeau de roue. Non. Donc, en temps de difficulté, on comprend encore que être avec le bon partenaire, cela devient encore plus cardinal. Je prends l'exemple pendant la pandémie. De nombreux avocats et médiateurs ont observé une augmentation significative des appels en lien avec les difficultés d'ordre familial. Okay? Il y a un avocat de son nom, Ron Schulman, un avocat en droit de la famille de Toronto. Il affirme que lorsque l'économie va mal, il y a toujours une tendance à la hausse des divorces. Okay? La pression monétaire, la perte de son travail ou de son entreprise ajoute beaucoup de stress sur les relations et plusieurs de ces relations-là finissent par se briser. Donc, si la vie, qui croit qu'il n'aura jamais de problème dans la vie, faites signe des mains que tout va être rose là et que tout va être correct. Hein? Non, avant de pas dire rien là, il ne faut pas quitter ma parler de maintenant. Et que, non. Donc, on dit qu'avoir le bon partenaire, c'est surtout plus important. Son importance s'intensifie en situation difficile. Okay? Et qu'une équipe faible, s'il n'y a pas d'opposition forte face à cette équipe, même si les joueurs sont weak, ce n'est pas plus grave. Mais quand il y a une forte opposition, mais quand les joueurs sont weak, eh bien, la faiblesse de l'équipe est d'autant plus évidente. Donc, est-ce que le couple que vous allez former, est-ce que ça va être un couple weak ou bien est-ce que le couple que vous allez former, ça va être du solide? Et je vous le dis, c'est un voyage pour longtemps et c'est un voyage qui risque de coûter cher et mieux vaut se préparer avant de sauter dans la rue. OK? Donc, je devais aller faire quelques semaines à Richmond. Quand je vais pour 2 jours, peut-être je vais avec un carry-on. Mais si je vais pour 3-4 semaines, là, on a dû voyager avec 4 grosses mallettes et puis un carry-on, sac à dos, green screen pour faire mes présentations, tout cela. Pourquoi? Parce que c'est un voyage qui allait être long. Mais vous imaginez si vous partez avec un carry-on alors que vous allez voyager pour 1 an, puis vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas d'argent. Donc, en termes de relations, c'est long. Donc, mieux vous êtes préparé, plus que vous avez de bagages, mieux c'est. Sinon, vous allez vite désenchanter. Donc, les déclencheurs de conflits principaux chez les couples s'accentuent alors en période de conflit. L'argent, si vous ne savez pas comment gérer l'argent, et que très vite, quand ce démon vous montre ses cornes, c'est pas Jojo. Les enfants, okay, la répartition des tâches, etc. Okay, quand on s'aime, peut-être dans la relation, quand c'est superficiel, on est très content, on est très démocrate, on est très à l'aise, là, c'est cool. Mais une fois entré dans la maison, vous pouviez vous dire, je ne savais pas qu'il était vieux jeu. Je ne savais pas que pour lui, c'était ainsi. Donc, la répartition des tâches. Donc, tout cela peut devenir explosif. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est presque garanti en situation de difficulté. Donc, le couple ne va pas tenir. Alors, certains estiment important de trouver le bon partenaire, de trouver la bonne personne. Mais je vous dis, cela n'est pas suffisant pour réussir votre relation. Trouver le bon partenaire n'est pas suffisant, mais essentiel si on veut aller loin. Est-ce que vous voyez ma nuance? Ce n'est pas suffisant, OK, pour réussir, mais essentiel si on veut aller loin.
Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Maintenant, pourquoi on fait des mauvais choix? Les causes, là, okay? Les causes à la base hein, de ce qu'on pourrait appeler hein, ce mauvais choix. Parce que j'aimerais que vous puissiez voir c'est quoi la mécanique qui ne fonctionne pas quand des gens font ces erreurs-là. Et ce sont des erreurs qui coûtent cher. Ce sont des erreurs qui peuvent faire en sorte que vous deveniez soit dépressif, dépressive, vous pouvez être homeless, vous pouvez même vous suicider, vous pouvez passer à côté de votre existence hein, si vous n'êtes pas trop solide. Il y en a qui traversent quand même s'ils laissent un bon morceau d'eux-mêmes, mais ils arrivent quand même à lutter. Mais mieux vaut bien se préparer, et savoir c'est quoi la mécanique qui va mal quand les gens font de mauvais choix. Donc, les causes à la base du mauvais choix. Comment choisir le bon partenaire? Quelle serait une première cause? Est-ce que vous pourriez me trouver une première cause rapidement? 3 secondes. OK, 3, 2, 1 seconde. Je pourrais dire quelque chose. Vas-y. La dépendance affective. La dépendance affective, donc assez, oui, OK, et que c'est intéressant. Quoi d'autre encore? Hein? Mettre l'emphase sur le physique. OK. Mm-hmm. Ne pas se connaître soi-même. Ne pas se connaître soi-même. Assez intéressant. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais je vais les organiser avec vous dans un plan structuré. D'accord? Dans un plan structuré. Les causes à la base du mauvais choix. Vous vous êtes posé cette question, comment choisir le bon partenaire, mais très souvent, le problème, c'est parce que vous n'êtes pas la bonne personne. Je ne commence pas avec l'autre, je commence avec vous. Très souvent, c'est parce que vous n'êtes pas la bonne personne. Très souvent, vous cherchez, vous priez pour trouver la bonne personne, sans jamais vous demander si vous êtes en train de vous préparer pour être, pour la personne que vous allez trouver, la bonne personne. Très souvent, ça commence mal. Ça commence mal parce que je regarde sur tout ce que l'autre va m'apporter. Au lieu de commencer par me dire comment moi je peux devenir une bonne personne. Pourquoi Dieu vous enverrait-il une bonne personne si vous ne vous engagez pas à être vous-même une bonne personne? Pour ça, vous êtes supposé voir un monde pour venir passer misère avant. Dit qu'on va rendre la vie misérable, difficile, tout bagage ça. Pourquoi Dieu le ferait? D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le créole ici? Faites-moi signe, parce que moi, j'aime bien le créole. De temps à autre, j'y verse. D'accord? Alors, J apostrophe Y, verse. Okay. Donc, pourquoi Dieu vous enverrait-il une bonne personne si vous ne vous engagez pas à être vous-même une bonne personne pour la personne que vous allez trouver? Donc, généralement, Dieu va chercher à envoyer une bonne personne à celle qui veut être une bonne personne pour son partenaire. Est-ce que vous êtes prêt à aimer et à prendre soin de façon non égoïste la bonne personne que vous allez trouver ou que vous voulez trouver? Est-ce que, premièrement, vous devez répondre à cette question pour vous? Est-ce que je m'engage à être une bonne personne? Et sur ce terrain, beaucoup de jeunes échouent. Au lieu de faire tout en leur possible, travaillant sur leur personnalité, spiritualité, capacité, leur être intérieur pour être une bonne personne, ils mettent toute leur énergie à vouloir seulement se trouver quelqu'un avec qui ils pourront se caser. Ils ne sont pas la bonne personne pour cette personne et cela tourne à la catastrophe. Généralement, quand vous êtes une bonne personne, il y a une forte probabilité que vous puissiez attirer une autre bonne personne. Je dis généralement, je ne le dis pas dans l'absolu. Ce n'est pas dans l'absolu, d'accord? Donc, je dis généralement. Donc, mais une première cause à la base du mauvais choix, on met trop le focus sur la personne à trouver et non avant tout sur nous
pour devenir une bonne personne qu'on trouverait aussi pour la personne que l'on va en trouver. Donc, deuxièmement, donc si je dis parce que vous n'êtes pas la bonne personne, deuxièmement, parce que vous ne recherchez pas la bonne personne. Okay? Là, vous faites de mauvais choix parce que, un, vous n'êtes pas la bonne personne, ou deux, parce que vous ne recherchez pas la bonne personne. Certains pensent qu'ils savent c'est quoi une bonne personne. Ils se font des idées très superficielles d'une bonne personne et se trompent douloureusement pour les raisons suivantes que je vais énumérer. Edine, tu veux dire quelque chose? Non, en fait, j'avais juste une question, juste pour être certaine d'avoir compris. Lorsque vous dites d'être une bonne personne, justement de penser à être une bonne personne, on le voit de manière relative, donc dans le sens une bonne personne pour la personne, bon, pour soi-même avant tout, j'imagine, mais aussi pour la personne en face de soi, parce que peut-être sans trop entrer dans les détails, mais c'est juste que je trouve que c'est un peu vague de juste dire, en fait, d'être une bonne personne, comme basé sur quoi d'être une bonne personne. Exact. Exact. Merci de nous forcer à préciser. C'est-à-dire, grosso modo, être une bonne personne, on peut voir cela sur plusieurs niveaux. Okay? Côté maturité de vie, être assez solide, là, être assez équilibré avec soi-même, avoir c'est-à-dire grandir sur le terrain de la maturité personnelle, maturité émotionnelle, okay? Et que comprendre les principes, commencer par comprendre pour soi-même les principes pour bien vivre en relation, okay? Et essayer de se développer soi-même, être quelqu'un d'épanoui. J'aime le dire à chaque fois que très souvent quand je prêche dans les mariages, si vous êtes malheureux, vous êtes une personne malheureuse et vous voulez trouver une autre personne croyant que cela va vous rendre heureux, mais non, généralement, ça ne se passe pas ainsi. Donc, quand deux personnes malheureuses se mettent ensemble, eh bien, il ou elle multiplie leur malheur. Okay? Donc, c'est très, très important de comprendre qu'en relation, avant tout, ma relation sera une relation épanouie lorsque les deux personnes qui font partie de cette relation sont des gens assez solides en dedans. Okay? Sont des gens assez solides, sont des gens assez épanouis. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas en santé émotionnelle, si ça ne va pas bien pour vous intérieurement parlant, il y a de fortes chances, les probabilités sont énormes que vous allez traîner dans votre relation vos problèmes. Les problèmes non résolus, vous allez les traîner dans la relation. Donc, c'est pour cela qu'il faut commencer à travailler sur soi-même, à commencer par être une bonne personne soi-même. Et là, vous pouvez partager ce que vous avez comme valeur, comme acquis, comme équilibre intérieur, comme joie, etc. Donc, l'idée, c'est commencer par travailler sur vous-même pour être épanoui, pour être bien dans votre peau, pour être solide dans votre être intérieur, avant même de vouloir chercher quelqu'un qui vous apporterait ce qu'il est, ce qu'elle est, etc. Si je ne vous vois pas, parce que je ne peux pas voir tout le monde, donc vous ouvrez votre micro et puis vous me dites, j'ai quelque chose à dire. D'accord? OK. Il y aurait quelqu'un dans la salle d'attente, Andy. Je l'ai déjà admis, à moins que c'est quelqu'un d'autre. OK. Oui. OK. Donc, la nécessité, avant même de vous lancer dans cette démarche-là, de vous dire, je veux trouver une bonne personne, commencez par être vous-même une bonne personne. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Mais ça, c'est une vision non égoïste de la relation. Pourquoi vous ne voudriez pas le faire? Donc, ça, je vous laisse la question. Maintenant, deuxièmement, les causes, quand les gens qui étudient la question, ben, ils voient une première cause, mais c'est qu'on n'est pas ce qu'on veut trouver en termes de qualité. Donc,
Maintenant, deuxièmement, on ne sait pas aussi chercher la bonne personne. On se fait des idées superficielles d'une bonne personne et on se trompe douloureusement pour les raisons suivantes. Il y a des gens qui ont les mauvais critères. Ils mettent de l'avant les mauvais critères, ou je dirais plutôt les critères non déterminants. Voici ce que j'appellerais des critères non déterminants. Quand vous allez de l'avant avec ces critères-là, vous risquez de vous tromper. Et la liste de ces critères non déterminants, elle commence souvent avec les caractéristiques physiques. Très, très souvent, c'est là qu'on frappe le mur. Parce que les caractéristiques physiques, on comprend. C'est la première des choses qui nous attire chez quelqu'un. Généralement, c'est la première des choses. Ce sont les traits physiques, car nos pulsions sont animalement attirées par le physique. Les traits corporels pouvant satisfaire nos sens quand on regarde l'autre. Et puis, that's okay. Il ne faudrait pas que l'on se dise que c'est mauvais, c'est correct. C'est correct. Hein? L'une des premières attirances, là, ou bien l'un des premiers éléments qu'on met dans notre liste de critères, ce sont les caractéristiques physiques. Mais attention, les caractéristiques physiques ne sont pas des critères déterminants. Intéressant, oui, mais non déterminants. Pourquoi? Parce que le physique change. Oui? Dès que vous ouvrez votre micro, pour moi, c'est que vous voulez prendre la parole. Ça va? OK. Il y a... OK, voilà. Donc, deuxième élément, alors là, je parle des critères qu'on met de l'avant non déterminants qui peuvent nous faire de mauvais choix. Si vous mettez trop d'accent sur le physique, c'est le physique seulement qui prend le dessus, mais vous allez passer à côté. Pourquoi? Même si vous avez ce que vous pourriez appeler un beau jeune homme, mais vous allez trouver, c'est seulement le physique, et vous allez trouver un autre jeune homme plus beau que celui que vous avez. C'est une belle jeune femme, mais il y aura toujours, j'aime dire cela à ma femme, tu es une très belle femme, mais je te mentirais si je te dirais que je ne vois pas d'autres belles femmes. C'est un mensonge de dire, oui chérie, je suis, depuis que je t'ai trouvé, maintenant c'est seulement toi que je vois, je suis aveugle. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si un jeune garçon dit ça, il n'a menti. Il n'a menti. Surtout jeune garçon, il n'a menti. Parce que les gars, ça voit, ça regarde beaucoup. Côté physique, là, c'est très important. Par contre, on ne peut pas fonder la relation sur cela avant. Deuxième élément, les caractéristiques émotionnelles. Il y en a qui vont être frappés par... Alors, je dis, élément important, oui, mais non déterminant. Je dis bien, hein, élément important, mais non déterminant. Les caractéristiques émotionnelles. Oui, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle ce self-confidence. Il est confiant, il est sûr de lui-même, elle est à son affaire, OK? Il semble être en contrôle. Ou bien, peut-être il y a des gens qui vont être plus attirés par quelqu'un qui est réservé. Ils vont dire, cela m'attire beaucoup, les gens réservés. Ou bien, elle est joviale, elle aime rire, tout cela. Donc, des caractéristiques intéressantes, mais non déterminantes. Mais non déterminantes. Troisième élément, il y en a qui vont mettre l'accent sur les caractéristiques intellectuelles. Il est intelligent, il comprend vite. Quand j'étais, ça fait longtemps, je connais un jeune homme, mais il est brillant. Et la jeune fille qu'il avait mariée, il y a de cela peut-être 25-30 ans de cela, donc vous voyez que ça fait longtemps, et que tout le monde croyait que cette jeune fille est tombée ou bien a trouvé de l'or en barre. C'était vraiment quelqu'un, non. Mais vraiment, il est brillant. Il comprend vite les choses. Mais aussi, celui qui comprend vite, il peut aussi te passer une petite vite, très vite. Très, très vite, là. Et vraiment, ce jeune homme, maintenant, il est devenu, c'est un vieux monsieur maintenant. Mais cette fille a connu un calvaire.
un calvaire avec lui, calvaire, mais tout le monde louangeait l'intelligence de ce monsieur, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour faire le bon choix. Donc oui, c'est important, les caractéristiques physiques, c'est important des caractéristiques émotionnelles, c'est important les caractéristiques intellectuelles, mais je dis, ces caractéristiques-là ne sont pas déterminantes. Donc, si vous vous reposez seulement sur ces caractéristiques pour faire un choix, vous allez passer à côté. Un, je dis, il faut mettre l'accent sur la nécessité d'être une bonne personne. Deux, vous voulez chercher la bonne personne, on ne la cherche pas avec ces critères-là, comme si ces critères seraient déterminants, okay? Comme les caractéristiques physiques, les caractéristiques émotionnelles, les caractéristiques intellectuelles. Une autre raison à la base des mauvais choix, ou bien une autre explication à la base des mauvais choix, c'est qu'on choisisse la personne pour de mauvaises raisons. On choisit, on veut entrer en relation pour de mauvaises raisons. Ou bien on voudrait se marier pour de mauvaises raisons. Trop souvent, les erreurs de choix pour sortir avec quelqu'un ou pour marier quelqu'un sont mal fondées ou mal motivées. Il y en a qui, à cause de la pression des pairs, je vais essayer d'énumérer quelques mauvaises raisons. OK? La pression des pères, quand je dis père, c'est P-A-I-R-E-S, pas la pression des papas. Bon, moi, c'est nous toutes clairs sur ça. Hein? C'est-à-dire pression amis, pression environnement. Autour de moi, presque tous mes amis qui ont fini leur cégep ou leur université, ou bien qui seraient du même âge que moi, ils sont déjà en couple, ou bien ils ont déjà une relation. Alors, ça, je sens la pression. Et vraiment, il y en a qui sentent cette pression-là et qui, malheureusement, se jettent dans la gueule du lion ou dans la gueule de la lionne. OK? Donc, il faut faire attention. Il y a aussi le syndrome de ce qu'on pourrait appeler la vieille fille. Il y en a qui, ou bien le vieux garçon. Ils disent, mais non, moi, je ne veux pas, c'est comme, je suis toujours la demoiselle d'honneur, mais quand est-ce que je vais être moi-même la mariée et inviter d'autres à être des demoiselles d'honneur? Donc, certaines jeunes filles pensent qu'elles sont la seule à ne pas être mariées et risquent de se jeter dans les bras du premier venu. Ou bien, elles forcent la note. Et troisième mauvaise raison, notez-la, hein, et puis essayez de vous analyser pour comprendre. Là où plusieurs ont échoué, vous n'avez pas besoin de vous casser les dents. De vous casser les dents sur ces terrains-là. Il y en a, puisqu'ils vivent à la maison des difficultés, des problèmes, ça ne va pas bien à la maison, papi, c'est-à-dire mamie est étouffante, c'est-à-dire la maman est étouffante, le papa est écœurant, il ne comprend rien. Donc, c'est la grande échappatoire. Moi, pour me libérer de l'emprise des parents ou s'affranchir d'une mauvaise ambiance familiale, je me quitte. Bye bye, boss. Pas pour moi encore. Un grand monde. Allez. Ça finit là. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande échappatoire. Mais on voit, les études prouvent que quand vous quittez pour des raisons mal fondées, toute maison construite, tout édifice dont le fondement n'est pas solide, mais cet édifice ne va pas durer. Il y en a aussi, ils avaient une relation, ça allait bien, et puis ça vient de se casser. Il faut prouver à l'ex rapidement que je peux me caser, tu vois. Je pense que je vais même te le prouver. Ce n'est pas seulement que je vais trouver quelqu'un, je vais me marier. Okay? C'est comme une revanche. Certains veulent se caser tout de suite après avoir brisé avec leur ex. Ils le font soit pour combler un vide émotionnel. Okay? Il y en a, c'est un vide émotionnel parce qu'ils vivent difficilement cette douleur-là et que c'est pour eux, ils pensent que c'est en recommençant une nouvelle relation,
rapidement, c'est là qu'ils vont être en bien, ou bien ils essayent de prouver quelque chose à l'autre. Encore, c'est une mauvaise raison. C'est-à-dire, ce fondement-là, ce n'est pas correct. Il y a la pression des parents. Dans l'autre sens, la pression des parents. Certains parents qui voient des jeunes sortir ensemble peuvent faire pression sur eux pour se marier. Ok, on est marié. Ça fait longtemps que nous là, ça fait longtemps qu'il est marié. Ok, donc ces jeunes se marient par obligation, alors qu'ils n'y croyaient pas pleinement. Okay? Un autre fondement encore, il y en a qui vont se marier pour combler certains besoins. Peut-être ça c'est plus tricky. Certains voient en l'autre quelqu'un qui va combler leurs besoins de base. Ils se marient pour cela. Ils n'ont jamais réfléchi au grand mandat de s'engager premièrement à répondre aux besoins de l'autre. En mariage, en relation, on y entre, si on veut réussir, non pour chercher le bonheur, mais surtout pour donner du bonheur. Mais il y en a qui le comprennent autrement. Ils n'ont jamais réfléchi au grand mandat de s'engager premièrement à répondre aux besoins de l'autre. Ces gens confondent très souvent aimer quelqu'un et s'aimer en quelqu'un. Notez ma phrase. Très souvent, on confond aimer quelqu'un et s'aimer en quelqu'un. Tu vas lui dire, je t'aime beaucoup. Waouh! Mais ce n'est pas la fille que tu aimes vraiment. Tu aimes ce qu'elle te procure. C'est toi que tu aimes le feeling là, ce qu'elle fait naître en toi. Tu te sens bien, donc c'est toi. Tout ce que tu cherches, c'est toi. Donc, ne confonds pas aimer quelqu'un et t'aimer en quelqu'un. On va faire un cours sur c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour? Très souvent, on confond très bien aimer et s'aimer dans l'autre. Donc, on cherche à combler des besoins de différents ordres. Il y en a, quand ils sont en relation, ils se sentent importants. Je suis important pour quelqu'un. Ça fait me sentir me file bien là. Donc, ça me fait devenir quelqu'un. Il y en a, c'est côté sexualité. Okay? C'est très souvent quand l'autre te dit « je t'aime », mais il aime ton corps. Il aime tes courbes. Il aime ce que tu projettes. Et puis, c'est comme j'entre dans cette relation pour répondre à des besoins émotionnels. Il y a monde tout, c'est pour finance. Il voit pas mal, au bon job. Vous comprenez que dia, si Marie a un tel casé, sincèrement, ne croyez pas que c'est juste du tabou, hein, ça. Donc, il y en a, c'est cela. Il y en a, c'est pour 1001 autres raisons. Quand vous vous mariez pour des raisons non fondées, ou bien quand vous entrez en relation sur une base non fondée, cela risque de vous causer préjudice. Une grossesse inattendue, là, malheureusement, et que dans la relation, la jeune fille tombe enceinte. Je ne connais pas encore de jeune homme qui tombe enceinte. Donc, plusieurs décident d'aller vivre ensemble à cause d'une grossesse imprévue. Ces couples ne fonctionnent que dans de rares cas. Les études prouvent très, très bien. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait ces erreurs-là, qui ont forcé des jeunes filles qui sont tombées enceintes à se marier avec le jeune homme, et puis le jeune homme n'a pas de ça après. Il y a certaines jeunes filles qui n'ont pas de ça, mais quand il y en a, ils ont forcé au marier, puis l'autre là bat l'autre là matin, midi, soir, et puis c'est conflit dans le caïlan, c'est tête chargée, c'est difficulté. Non, on ne se marie pas, ou bien on n'entre pas en relation pour ces raisons-là. Les mauvaises raisons, pression des pères, syndrome du vieux garçon ou de la vieille fille, la grande échappatoire, la revanche, la pression des parents, vouloir combler ses besoins. Il n'y a pas de problème. Dans une relation saine, on répond à des besoins. L'autre répond à des besoins. Je réponds aussi à ses besoins. Mais si j'entre dans la relation que pour cela, mauvais fondement. Mauvais fondement. Grossesse inattendue. Maintenant, c'est quoi la perspective biblique
sur le bon choix, alors sur le choix du bon partenaire. C'est quoi la perspective biblique? Donc, j'ai vu avec vous que c'est pas simple de choisir le bon partenaire. Deuxièmement, il y en a que les causes sont multiples qui expliquent que des gens ne choisissent pas le bon partenaire parce qu'ils ne sont pas un bon partenaire. Deuxièmement, parce qu'ils ne connaissent pas les principes pour choisir un bon partenaire. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Avant d'aller voir ce que la Bible dit, que pensez-vous de tout cela, de ce qui vient d'être dit? Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou bien si vous n'êtes pas d'accord, coupez-moi. Moi, j'ai une petite question. Pas d'accord. Okay. C'est quoi le problème avec la grande échappatoire? La grande échappatoire, à dire que si tu laisses ta maison tout simplement parce que tu veux échapper à la pression familiale, le fondement n'est pas solide. Tu dois laisser la maison parce que on est d'accord, on veut fonder sa vie avec l'autre et toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies. Tu veux laisser la maison, tu es prêt pour laisser la maison, tu laisses la maison. Tu es prêt pour laisser la maison, tu laisses ta maison si tu es prêt. Toutes les conditions sont réunies. Mais laisser la maison ne veut pas dire entrer en relation. Construire cette relation. Avant d'entrer en relation, mais de se marier avec quelqu'un, il faut être au clair que vraiment toutes les conditions sont réunies. La grande échappatoire, si ça ne va pas bien dans la maison et puis vous risquez de perdre votre envie dans cette maison ou ça ne va pas, et la conclusion, c'est de laisser la maison, mais ce n'est pas d'aller vous marier. Ce n'est pas d'aller vous... Je comprends que dans les cultures noires, haïtiennes surtout, on ne laisse pas la maison si ce n'est pour aller se marier, ou bien aller vivre avec un autre, ou bien partir pour aller à l'université, etc. Okay? Donc, je comprends cela. Mais je vous le dis, si vous voulez réagir, mais j'aime bien ton point, que pensez-vous, guys, pour les autres? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que fuir la pression des parents, ça aide pas parce que être en couple, justement, il va y avoir d'autres pressions. Tu fuis une pression pour aller te mettre dans une autre pression parce que en étant en couple, comme tu l'as dit, ça vient pas seulement avec des roses. Là, il va y avoir d'autres défis à surmonter. Fait que je trouve que ça ne règle pas le problème en fuyant. Fait que c'est ça. C'est comme vous mélangez deux dossiers. Vous avez un dossier, se marier ou être en couple ou faire sa vie avec quelqu'un, c'est un dossier. L'autre dossier, j'ai des problèmes à la maison, c'est un autre dossier. La relation avec les parents, et que c'est un autre dossier. C'est vrai, on peut avoir des parents très étouffants. Je sais dire avec ma femme, il faut qu'on sache comment gérer avec les garçons. Mais, parce qu'il y a des parents, ils vous traitent comme si vous avez encore 10 ans, 12 ans, et 11, 9 ans. Okay? Donc, en cela, je pense que je vais devoir faire un cours avec les parents qui doivent savoir que, hey, wow, et que vous n'avez pas des jeunes de 5 ans, 7 ans. Là. Vous avez des adultes dans la maison avec vous, puis il y a une façon de traiter avec des adultes. Mais mon point, c'est que ne mélangez pas les dossiers. C'est deux dossiers différents. Deux dossiers différents. Vous ne pouvez pas transposer, c'est-à-dire essayer de régler ce problème-là en ne travaillant pas comme il faut le fondement pour en bâtir une relation solide. C'est se piéger. C'est se piéger. Ça c'est clair, vous allez vous piéger. Vous allez vous piéger. S'il faut sortir, sortez pour les bonnes raisons. Okay? S'il faut se marier, mariez-vous pour les bonnes raisons. S'il faut être en couple, soyez en couple pour les bonnes raisons. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient réagir? S'il y a des faiblesses dans ce que j'avance, partagez avec moi et puis on va pouvoir clarifier. Est-ce que ça vous va? OK, cool.
Maintenant, la perspective biblique sur le choix du bon partenaire. Okay? Sur le choix du bon partenaire. Il y a un auteur bien connu qui s'appelle Charles Swindoll. Okay? Charles Swindoll qui disait que le succès dans la vie ne consistant pas tant à marier la personne qui vous rendra heureux ou heureuse, mais surtout à éviter les nombreuses personnes qui peuvent rendre votre vie misérable. Je reprends encore. Vous avez perdu Samuel. Samuel! Alors, ouais, ça, c'est qui sont parents. Donc, le succès dans la vie ne consistant pas tant à marier la personne qui vous rendra heureux, mais surtout à éviter les nombreuses personnes qui peuvent rendre votre vie misérable. Est-ce que vous savez comment éviter les jerks? Parce qu'il y en a qui ont le don de tomber dans des pièges. Okay? Alors, trois questions clés. Là, j'ai 23 questions à vous soumettre et puis si vous voulez vous faire une bonne idée, répondez à ces 23 questions et à 95%, je suis persuadé que vous allez être outillé pour faire de bons choix. À 95%. Okay? Pas 100%, non, 95%. Trois questions clés. Est-ce qu'il existe une seule bonne personne pour moi? Vous vous souvenez que vous avez posé cette question-là? Hein? Est-ce qu'il existe une seule bonne personne pour moi? Qu'en pensez-vous? Je vous laisse 1 minute seulement. Je vous reviens. Yes, désolé, il faisait trop chaud là. Okay. Donc, est-ce qu'il existe une seule bonne personne pour moi? Qu'en pensez-vous? Je ne dis pas que vous allez sortir avec 2 personnes en même temps. Ils vont dire, oh, le pasteur a dit, il n'existe pas une seule bonne personne, donc on va prendre 2, 3 ensemble. Non. Ce n'est pas là l'idée. Là. L'idée est, OK. Qu'en pensez-vous? 1, 2 petites minutes, rapide. Moi, je pense que non. Il n'existe pas une seule bonne personne pour toi. C'est qui parle? Darla. Allô? OK, Darla. OK. Est-ce qu'on m'entendait? Ouais? OK. Oui. Donc, si des gens dans l'idéal peuvent dire que la bonne personne pour eux existe, il est plus sage de dire que quelqu'un doit marier une bonne personne plutôt que la bonne personne. Est-ce que vous voyez la nuance? Je dois marier une bonne personne. Et non pas dire que que je cherche à marier la bonne personne. Maintenant, nous qui sommes sur le terrain biblique, nous sommes à l'intérieur d'une tension. Là, je fais un peu de théologie avec vous. Nous sommes à l'intérieur d'une tension entre 2 vérités bibliques. Dieu qui contrôle toutes choses souverainement, parce que nous savons que rien ne peut faire obstacle au plan de Dieu. Okay? Rien ne peut faire obstacle au plan de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il l'accomplit. Et deuxièmement, il y a cette autre vérité biblique qui est la responsabilité de l'humain. L'humain, c'est un être responsable. L'humain doit assumer sa responsabilité en choisissant correctement. Okay? Dieu nous donne la liberté de décider sagement, mais à l'intérieur des limites qu'il nous impose. Donc, quelles sont ces limites-là? La Bible en dit qu'un chrétien ne peut marier qu'un autre chrétien, d'un point de vue biblique, selon 2 Corinthiens 6, verset 14.
okay? Et que vous aviez lu en cela. Non, j'espère que vous avez prêté attention à toutes les mauvaises raisons, hein, toutes les mauvaises fondations. C'est tellement important ça. Les mauvaises raisons qui font en sorte que les gens sortent ensemble. Maintenant, on revient sur le terrain biblique. Donc, souveraineté de Dieu, responsabilité de l'humain. Dieu vient baliser les limites de nos choix. Et si nous sommes sérieux dans la foi, 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit si vous êtes sérieux dans la foi. Les non-croyants sont écartés et il nous reste à décider à l'intérieur du corps des chrétiens, croyants réels. Ça, si vous êtes sérieux dans la foi. Si vous n'êtes pas sérieux dans la foi, ça ne veut rien dire pour vous. Ça ne veut rien dire pour vous. Et n'importe petit toutrelle qui passait, poil d'elle. Vous comprenez comme si toutrelle la masculine et féminin, oui? Poil d'elle. Mais si vous êtes sérieux dans la foi, d'un point de vue biblique, okay? D'un point de vue biblique. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est une autre paire de manches. Vous avez d'autres valeurs. Il faut que vous soyez au clair sur vos valeurs. Sur vos valeurs. Ce qui est clair, ce principe biblique peut s'appliquer à tout le monde dans le sens que vous ne pouvez pas vraiment vivre une relation épanouie avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs profondes. Maintenant, d'un point de vue chrétien, on parle des valeurs spirituelles chrétiennes. Donc, à l'intérieur des limites de ceux et celles qui professent la vraie foi, c'est là que Dieu nous invite à choisir avec sagesse. C'est-à-dire, avant de nous engager, nous soumettons notre choix à la souveraineté de Dieu aussi dans la prière. Donc, moi, j'assume mes responsabilités, je regarde, j'ai une grille d'évaluation, tout cela, X, Y, Z. Après, je vais vous soumettre en fin de parcours. Donc, j'ai 2 séries de questions que je vais... Alors, donc, 3 séries de questions que je vais vous proposer. 3, premièrement, une série de 3. Deuxièmement, une série de 4. Et troisièmement, une série de 20. Ben, là-bas, simple, non? Une série de 3, une série de 4 et une série de 20 questions. Donc, vous faites le tour de ces questions-là à l'aise. Dédi 95, beaucoup de 96%. Non, je suis là avec vous. OK. Donc, deuxième question importante. Donc, la première question, est-ce qu'il existe une seule bonne personne pour moi? Non, je ne vais pas attendre c'est-à-dire que je pense que je dois chercher pas la bonne personne, mais avoir des critères pour pouvoir vivre, alors être moi-même une bonne personne et aller à la recherche d'une bonne personne. Non. Deuxième élément important, comment savoir que j'ai trouvé la bonne personne? C'était là votre question. Comment savoir que j'ai trouvé la bonne personne? Même là encore, je ne vais pas répondre ni toute là, non, pour garder ce côté, mais c'est approché, mais pas approché. OK? Comment savoir que j'ai trouvé la bonne personne? Comment savoir si le garçon avec lequel tu es, c'est le bon garçon pour toi? Ou bien c'est un bon garçon pour toi? Ou la fille, c'est une bonne fille pour toi? Ou bien toi, tu as des gens qui te parlent. Est-ce que tu te demandes, est-ce que tu sais vraiment comment est-ce que c'est la bonne personne? Donc, comme toutes les autres décisions, le choix d'un partenaire va affecter le reste de votre existence. Et ce n'est pas seulement votre existence. Ça va affecter plusieurs existences. Pour le croyant, c'est un choix qui doit être bibliquement informé. Soulignez-le, pour le croyant, cela doit être bibliquement informé. Et deuxièmement, soumis à Dieu dans la prière. Soumis à Dieu dans la prière. Donc, moi, ça me fait plus de 25 ans de mariage, plus que cela, 94, nouveau prophète, et que qu'on a là, en 2021. Oh, ça fait combien là? Et que 26 ans, 27 ans, vous parlez de 27 ans. Donc, mais je bénis Dieu, et qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ok? Mais est-ce que j'ai eu la conviction d'avoir eu la bonne personne? Donc, c'est ça la question qui était fondamentale. La question qui était fondamentale. Donc, il faut avoir... donc, votre choix doit être bibliquement informé
et soumis dans la prière et avoir la grille, la bonne grille. J'aurais à parler de cette grille avec vous, la bonne grille. Il faut commencer par appliquer les principes et le processus décisionnel biblique. Principes et processus décisionnel biblique pour comprendre, discerner et suivre la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez comment discerner la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez quand Dieu parle, comment que c'est Dieu qui vous parle? Est-ce que vous le savez? Parce que Dieu peut être en train de vous parler et là, ça vous échappe. Vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Et les principes bibliques, on va essayer de... Donc, j'aurais à faire un cours avec vous sur comment discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est nécessaire. Comment discerner la volonté de Dieu. Quand vous savez comment discerner la volonté de Dieu, c'est du solide. C'est du solide. Vous allez voir, vous allez vivre en paix dans vos choix, dans vos décisions. Lorsqu'on parle de choix de carrière, on parle de choix d'un partenaire, on parle dans les décisions d'affaires. Okay? C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire si vous arrivez à développer cet outil. Comment décider, c'est-à-dire ces principes-là. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il est déjà 9h03, et que m'a fini 9h10, d'accord? Est-ce que jusqu'à présent, bon, je ne sais pas, vous ne voulez pas encore la grille, n'est-ce pas? Hein? Et c'est vers cela que nous nous dirigeons, et c'est la grille. La grille, elle est importante. Avec la grille, là, donc, j'ai essayé de vous faire comprendre l'importance du sujet. Mais espérez nous pas laguer tête nous. Parce que moi, non trou. On va laguer tête nous, non trou. Et de ma génération, pas grand pile qui était marié. Et puis, gagner un pile. Et puis, tu es dans l'église. Solide dans l'église. Solide dans l'église, mais pas forcément clair sur comment on fait choix. Comment on fait bon choix. D'accord? Et le sujet est important. Il y en a qui se sont précipités dans le mariage sur de mauvais fondements. Ça n'a pas duré. Il y en a qui voulaient la bonne personne, mais qui n'était pas la bonne personne. Ça n'a pas duré. Comment trouver la bonne personne? Il y en a qui n'avaient aucune idée. C'est juste physique qui frappe. Hey, celui qui a... Moi, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais 6 packs. Mais quand il y en a, j'ai un pack. Donc, si c'est juste ça que tu as attiré, madame, moi, mais c'est fou, là. Monsieur qui a beaux cheveux, puis après, la chauffe. Il y en a qui comment ça chauffe. Donc, il faut faire attention. Physique, c'est physique, nous ne pouvons pas aller loin. Et donc, il y a plusieurs fondations, ce n'est pas correct. Ça ne va pas durer. Idine, vas-y. Oui, j'avais juste une petite question. Je ne veux pas non plus trop débouler dans le sujet, mais c'est juste pour savoir comme rapidement, si par exemple, justement, il y a certaines personnes qui vont se marier en se basant sur les diverses, en fait, raisons qu'on a énumérées tantôt, là, justement en se basant sur des critères qui sont non déterminants, puis qu'ils se marient, bon, de ce que moi je connais, dans tout ce qui est de l'univers biblique et chrétien, le divorce n'est pas accepté, I guess, mais je sais qu'on n'est pas entré dans le divorce, puis ça, c'est toute autre chose. Mais ce que je voulais savoir, c'est que dans les cas où est-ce que, sincèrement, exemple, il y a eu un mariage forcé par exemple, on va dire, pression des parents, puis que ça va faire, exemple, un 20 ans de mariage, puis là, on parle de, je sais pas, je sais pas, violence conjugale dans le mariage. Est-ce que la réponse biblique serait que oui, un divorce pourrait être possible dans ce cas-là? OK. Je vais faire, si vous le souhaitez, je pourrais faire un cours avec vous là-dessus. Je ne vais pas répondre aujourd'hui par oui ou par non. C'est très nuancé, la position biblique là-dessus. Donc, je voudrais, si vous le souhaitez, je peux faire un cours avec vous. OK? Il faut comprendre le contexte dans lequel la Bible a été écrite.
et comment ces textes doivent être compris et comment vivre ces réalités aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous le permettez, je ne voudrais pas entrer tout de suite sur ce terrain-là. Ce que je souhaiterais surtout, c'est vous préparer pour que vous n'ayez pas à vivre ça. Moi, c'est ce qui est plus important pour moi, c'est de travailler en amont avec vous. Tout de suite, que vous n'ayez pas que dans 10 ans, je n'aurai pas à vous rencontrer parce que vous devez divorcer. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour dire, Fred Bokote là, qui dans Zoom là, et puis parce que c'est lui qui a bon problème, oui, il a une chute de yacht, bagaille chose. Ou des suivre grille là, mais grille là, oui, ça. Non, je ne vous ferai pas de reproche. Je me fais ça, son monde à vivre de ces moments-là, nous les accompagnons. Mais maintenant, ce que nous voulons faire, c'est de prévenir. C'est de prévenir, c'est de faire en sorte que vous ayez les bons outils, parce que vous pouvez réussir en relation et vous pouvez être heureux en relation. Il y a des principes, si vous les connaissez, vous allez réussir en relation, vous allez être heureux en relation. Il y a des gens qui vont vous envier, qui vont vouloir être ce que vous êtes. Okay? Il y a des principes. Surtout si les deux personnes connaissent ces principes et veulent les mettre en pratique. Certaines fois, il y en a, c'est une seule personne qui connaît ces principes, qui veut les pratiquer, l'autre est un peu shaky. Mais si les deux décident de mettre ces principes en pratique, non. Comme si Bill Gates est gardé pour le compte en haut. Donc, vous n'avez pas besoin d'un vieux monde. D'accord? Ça vous va? Donc, la semaine prochaine, on va aller direct au but parce que nous passons un pile temps sous le R du Sasa, la relation, et que nous pourrons entrer dans la logique biblique et on va vous présenter la grille. OK? Je vais finir avec les 3 questions clés et puis je vais gagner pour moi avec nous après ces 3 questions clés. Donc, on a gagné pour nous capables de considérer 4 questions cardinales, okay? 4 questions cardinales et puis 20 questions incontournables. 20 questions incontournables. Et ça, c'est grille là. Je vais monter grille là avec nous. Et puis, n'importe qui avant nous dit oui. Vérifiez. Tac. Vous avez dit non, non? La parole à vous, et puis vous prendre temps, et puis vous pendant quelques temps là, et puis après. Et après, vous dites, bon, un tel mot canari, même vous voilà dedans. Je ne vais pas marcher avec vous. Vous allez canari, vous allez aller. Nous choses aller. Et vous pas vous aller, c'est problème que vous aller. D'où là vous aller, vous crier, ou dépenser l'argent tout. Et puis, c'est avocat qui est content. Avocat, psychologue, c'est eux qui est content. Et puis, problème pour pasteur, pour famille, pour tout le monde, d'accord? Seigneur soit avec vous, guys. Donc, mardi prochain, je vous attends. Même heure, même poste. Blessings. Bye bye. Au revoir. Bye. Merci. Bye. Merci, Paz. Bonne soirée. Au revoir.